Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler douleur au tendon d'Achille, on va parler de comment reprendre la course sans se faire mal, on va parler du NEAT, on va parler de la marche, on va parler perte de poids. Est-ce qu'il faut adapter ses entraînements de musculation lorsqu'on a pour objectif de perdre du poids? Je vais répondre à toutes ces questions et ce qui est intéressant c'est que toutes ces questions vont finir par s'entremêler, il y a toujours un lien qu'on arrive à créer ici. Mais avant toute chose, commençons par les news de la semaine les amis. La première news de la semaine que j'ai vu passer un peu partout sur différents comptes sur Instagram, différents journaux qui parlaient de ce joueur de hockey sur gazon qui a décidé de se couper le doigt pour jouer aux Jeux Olympiques. Donc le gars avait une blessure au doigt et il a dit docteur, bon là la convalescence est trop compliquée, on coupe, comme ça je peux jouer aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est la solution. Et c'est assez marrant de voir ça, c'est marrant et ça ne l'est pas. J'espère que voilà, pour lui c'est la bonne décision et qu'il ne la regrettera pas. Mais ça me fait penser justement à un épisode que j'avais entendu dans un podcast, je ne me rappelle plus lequel maintenant, et il y avait une sociologue ou une psychologue qui parlait de ça, du fait qu'il y avait beaucoup de traits de caractère qui étaient similaires chez les psychopathes et chez les athlètes du plus haut niveau. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet avec certains des athlètes que j'entraîne, et après réflexion ils me disent ouais c'est vrai en fait, je pense effectivement qu'il y a un peu ce côté malsain, ce côté un peu fou, ce côté de la performance etc. qui peut-être pourrait être, voilà, je sais pas si je suis pas un expert dans le domaine, mais ça pourrait créer un lien justement avec ces psychopathes qui eux aussi ont ces mêmes expressions de personnalité. Donc comme quoi les gars, pour être un athlète du plus haut niveau, faut être un peu fou, Les gens ne le savent pas, mais c'est vrai. Ok, là encore une fois on l'observe, il y a cette obsession avec la performance et souvent ce qu'on observe même avec des athlètes qui prennent leur retraite. Eh bien, c'est que c'est très difficile pour eux parce que toute ta vie, t'as construit toute ta vie autour de ça, autour de la performance, autour de la compétition, autour du fait de gagner. Et là, t'as plus d'objectif de vie, ça devient très compliqué si tu n'arrives pas à faire un pivot. Donc j'ai hâte d'avoir cette discussion avec certains invités que je vais avoir sur le podcast parce que les gars, je vous ai promis de beaux invités et ça va venir très bientôt maintenant que j'arrive à m'organiser un peu plus. Donc voilà, j'espère que cet athlète des JO, les gars, ok sur gazon frère, je sais que c'est ton sport, mais ça vaut pas un doigt. Ça vaut pas un doigt, mon gars. Encore, si tu joues un gros truc. Moi, je sais pas, je vais pas juger, mais c'est un peu compliqué. Sinon, deuxième news ici sur laquelle j'aimerais revenir, j'ai vu sur Le Parisien, donc le compte un journal qui s'appelle Le Parisien, qui est un compte sur Instagram, qui justement a fait un réel concernant les risques des compléments alimentaires en exposant les protéines en poudre. Et le tout en se basant sur les rapports de l'ANSES. Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire en France. Et justement le réel a été tourné en disant hey, l'ANSES a publié un article en disant c'était le 17 juillet, donc je suis allé voir l'article bien entendu sur le compte officiel de l'ANSES qui parlait des compléments alimentaires. Et puis Le Parisien a dérivé le tout en parlant des compléments alimentaires, enfin en parlant des protéines en poudre, en mettant ça en avant. Lorsqu'on parle de compléments alimentaires, ils veulent absolument mettre l'accent sur la protéine en poudre. Et je vais vous dire un truc, deux trucs que j'ai envie de vous dire ici. Franchement, à chaque fois que je vois ça, ça me rappelle à quel point, eh bien, les journaux, les news sont fake news, la voix de Donald Trump, fake news. À quel point, au final, on cherche plus à dire la vérité, à quel point tout est manipulé, tout est de la propagande. Ça, c'est le premier truc que j'ai envie de dire parce que je trouve assez hallucinant. Et en fait, ce qui est encore plus hallucinant, c'est que tu te dis, ok, quand c'est ton domaine d'expertise, t'arrives à dénicher justement cette fausse propagande, t'arrives à dénicher toutes ces fake news parce que c'est ton domaine d'expertise et tu sais comment faire des recherches, etc. Mais quand c'est pas ton domaine d'expertise, eh bien c'est très facile d'avaler l'information qui t'est donnée parce que au final, tu n'as aucun point de comparaison, tu n'as aucune expertise sur le sujet. Donc, j'invite tout le monde à être sceptique quand ces journaux nous présentent des informations. Parce que les gars, si c'est faux dans mon domaine, ce qu'ils nous présentent est faux dans mon domaine d'expertise, eh bien, sûrement qu'il y a d'autres personnes comme moi dans leur domaine d'expertise respectif qui se disent la même chose. Et au final, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. J'invite tout le temps à être sceptique, les amis. C'est pour ça que je suis un grand sceptique. N'avalez aucune information de ces news-là, de n'importe quel expert, de n'importe quel gourou. C'est très dangereux et c'est peut-être le message que j'ai envie de faire passer ici vu que j'ai une plateforme quand même avec plusieurs milliers de personnes qui m'écoutent. Donc, hey, soyez vigilants par rapport à ça et c'est juste un petit rappel auquel je viens de penser maintenant. Sinon, le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que depuis que je suis dans l'industrie du fitness, du point de vue professionnel, j'ai toujours vu cette diabolisation de la protéine en poudre. Et vous savez que moi, je suis pas un gars qui va
promouvoir les compléments alimentaires. Pour la petite parenthèse, ça fait des années que je reçois des propositions de marques qui veulent pousser la consommation de protéines alimentaires, enfin de compléments alimentaires. Je fais aucun partenariat avec eux, non pas parce que je ne pense pas que ça soit bien ou pas bien. Je pense que c'est pas le message que j'ai envie de favoriser. Avant toute chose, je pense qu'on doit se baser sur son alimentation, avoir une alimentation qui nous permet d'avoir tous les nutriments nécessaires. Et si on a besoin de compléments, eh bien éventuellement on peut faire recours à ces compléments, bien entendu, à condition que ce soit des compléments de qualité. De manière générale, les 2 compléments alimentaires que je peux recommander les yeux fermés sont 1. La créatine monohydrate, parce que c'est littéralement, pour ceux qui sont evidence-based, eh bien c'est le complément qui a été le plus recherché et qui offre le plus de retours avec quasiment pas de risque à condition que certaines règles, certains paramètres soient respectés, donc avec une dose minimale qui peut être consommée au quotidien. J'ai déjà fait des épisodes là-dessus, je vous invite à aller écouter ces épisodes où je parle de créatine. Et du coup, on a un bon retour sur voilà, qualité-prix, c'est très difficile à battre. Donc, un complément qui n'est pas cher et qui offre énormément de retours en se basant sur des années et des années d'expérience. Donc l'aspect empirique est là et l'aspect recherche scientifique est là. Une multitude de sources d'évidence qui nous pointent dans la bonne direction. Et le deuxième complément alimentaire, eh bien, on parle ici de protéines en poudre. La plupart des gens sous-consomment de la protéine. Du coup, eh bien, c'est intéressant d'avoir ce complément en plus, à condition encore une fois que ce soit une protéine de qualité. Référez-vous aux marques qui sont là depuis longtemps. Il y a des marques qui sont installées depuis longtemps. Faites des expériences, testez des différents goûts, etc. Regardez la composition de ces protéines en poudre. Et à partir de là, vous allez trouver quelque chose qui va vous correspondre. Et c'est marrant de voir que moi qui ne suis pas vraiment dans cette industrie des compléments alimentaires à pousser tout ça, eh bien j'ai vu cette diabolisation de peut-être le seul complément alimentaire que je trouve intéressant. Encore une fois, mais c'est le truc facile à attaquer. Encore une fois, j'entends tous les jours les gens qui disent oh, comme si c'était un dopé quand tu prenais de la protéine en poudre, et c'est grave qu'en 2024 selon moi, surtout si on est un pratiquant, on pense encore une fois que c'est du dopage. C'est simplement un complément alimentaire qui peut être intéressant, comme on pourrait faire recours à un complément de magnésium ou de zinc ou de vitamine D, etc. si on manque de ces aliments là. Donc c'est un complément comme un autre à utiliser, bien entendu, si vous en avez la nécessité. D'accord? Donc c'est le premier truc qu'il faut garder en tête. Maintenant, encore une fois, cette diabolisation et cette manipulation des médias en se basant sur ce rapport de l'ANSES, et l'ANSES, du coup, je suis allé voir, je mettrai le lien dans la description, parle des compléments alimentaires dans son intégralité, et puis bah, c'est un peu vague aussi. Ils disent compléments alimentaires, mais après ils font référence aux stéroïdes anabolisants. Donc de quoi ils parlent vraiment? Parce que complément alimentaire c'est très large, ils ne spécifient pas que ils parlent de stéroïdes anabolisants, et puis au final les liens qu'ils font avec les pathologies à risque des compléments alimentaires qu'ils mentionnent sont en lien avec les stéroïdes anabolisants et pas tant que ça avec d'autres éventuellement compléments alimentaires. Ok, donc je pense qu'il parlait principalement des stéroïdes ici. Bien entendu, les stéroïdes, eh bien, ça fait partie du quotidien de beaucoup de pratiquants, et malheureusement, eh bien ça vient à des coûts, et c'est ce que j'aime pas dans le monde du bodybuilding. Surtout je vois pas assez de transparence par rapport à ça. Vous voyez le côté esthétique, etc., mais j'aurais bien voulu avoir des gens qui parlent de manière ouverte des aspects négatifs, des risques, etc., etc. Je pense que ça aurait été la bonne façon d'approcher le tout. D'ailleurs, si vous êtes un bodybuilder et que vous avez une certaine expérience, vous avez une plateforme, etc., et vous voulez avoir une discussion là-dessus, let's go, je t'invite sur le podcast, on discute. J'aimerais bien avoir cette discussion ouverte, parce que vous savez, votre gars Kev là, il prend que manioc, viande, patate douce, riz, je connais pas tout ça. Donc, bien entendu, si vous voulez avoir cette discussion, je pense que ça serait intéressant pour toute la jeunesse qui pense éventuellement à consommer tout ça, bien entendu. Je vous invite à faire vos recherches avant de vous engager dans quoi que ce soit. Sinon, j'ai une réflexion pour la dernière news de la semaine, une réflexion que j'ai eue hier en discutant avec Salima, coach assistante, où on parlait justement de l'évolution des médicaments concernant l'obésité. Je sais que j'aborde ça à chaque podcast. Je vous ai parlé de Wegovy, je vous ai parlé de Ozempic, et je me suis dit tiens, c'est marrant à quel point en fait il y a une certaine manipulation qui a été mise en place, parce qu'il y a 1 année et demie de cela, j'avais fait plusieurs réflexions sur le fait qu'on avait commencé à changer de discours par rapport à l'obésité. Au départ, eh bien, on disait que bien entendu c'était quelque chose dû à son lifestyle, on devait changer son lifestyle, s'alimenter différemment, etc. Et
petit à petit, il y a 1 année et demie, 2 ans, eh bien, on a commencé à dire non, hey, l'obésité, en fait, c'est une maladie, c'est dans les gènes, c'est diagnostiqué en tant que maladie. Et nous voici maintenant en 2024 où on a justement les assurances maladies, etc., qui viennent prendre en charge des médicaments qui sont devenus super populaires dans l'industrie pour contrer justement l'obésité. Ça m'a fait simplement penser au fait, encore une fois, qu'on est dans une matrice géante. On peut diagnostiquer n'importe quoi comme étant une maladie et qu'ensuite on peut avoir voilà, un médicament derrière. Il y a un aspect financier derrière, c'est là où je vais en venir. Il y a toujours cet aspect financier derrière qui vient manipuler le tout, et je pense que ce n'était pas une coïncidence que l'obésité devienne une maladie et qu'ensuite on arrive avec des médicaments et tout un profit derrière qui nous pousserait à résoudre cette maladie. Donc encore une fois, ça arrange bien certaines industries ici. Je dis ça, je ne dis rien, peut-être que je ne suis qu'un complotiste fou, mais je ne pense pas, les amis, je pense qu'il y a vraiment des trucs, il faut se méfier. Soyez sceptiques, ce monde il est fou. Anyhow les amis, parlons maintenant des premiers sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui. Alors j'aimerais parler de course et de douleurs au tendon d'Achille. J'ai reçu pas mal de questions concernant les douleurs au tendon d'Achille. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des douleurs au tendon d'Achille, etc. Donc j'ai bien entendu des protocoles sur lesquels je vais travailler, que j'aimerais vous présenter par la suite. Ça fait partie de mes plans depuis longtemps. Et je vais parler en connaissance de cause parce que j'ai souffert d'énormément de douleurs au tendon d'Achille. À l'époque, eh bien, je me préparais pour le marathon de New York. Je courais énormément. J'étais comme un fou. Je sprintais 2 fois par semaine et je faisais de longues sorties. Je faisais 22 à 25 km 3 fois dans la semaine, et vraiment c'était un truc de ouf. Je kiffais à fond. C'était une époque où vraiment je me suis dédié que à ça. Je courais et du coup, eh bien, je ne savais pas gérer mes entraînements, je ne savais pas gérer mon volume de travail, je ne savais pas gérer ma récupération, et surtout, je ne savais pas comment approcher la régénération de mes tendons, en l'occurrence ici du tendon d'Achille, ce qui m'a coûté justement une déchirure au niveau du tendon d'Achille, pas complète, mais voilà, j'ai eu des images, etc. Et au final, les diagnostics classiques, hein, on vous dit vous avez une tendinopathie, ensuite on voit qu'on a une déchirure un peu plus conséquente, mais le protocole reste plus ou moins le même. Mais c'est important de garder ce point là en tête. Quoi qu'il en soit, eh bien, ce qu'on m'a recommandé à l'époque, eh bien, c'était l'arrêt complet. C'est bien entendu ce que j'ai fait. J'ai arrêté toute activité qui consistait à courir, à sauter, etc. Donc bien entendu, j'ai perdu d'un point de vue performance pendant des années et je n'ai pas remis à jour, si on veut, mon tendon. Ça veut dire que hey, tout se passe bien, j'ai plus mal au tendon parce que je me suis arrêté. J'ai arrêté de courir et j'ai arrêté de faire toutes ces activités qui sollicitaient ce tendon. Mais ce n'est pas la solution, c'est vraiment le problème que je rencontre à chaque fois, des gens qui viennent me voir avec des douleurs au niveau de tendon, peu importe de quel tendon on parle ici. Mais oh, on m'a dit de me reposer, d'arrêter mon activité, et là ça va mieux. Oui, ça va mieux parce que tu as arrêté ton activité. Ça ne veut pas dire que ton tendon va mieux, ça ne veut pas dire que la structure de ton tendon va mieux, que tu as amélioré quoi que ce soit. Tu as simplement arrêté. Une vraie preuve de succès, c'est de montrer que tu as pu revenir à ton activité et que tu peux la refaire sans douleur ou avec une douleur qui a grandement diminué, qui te permet de continuer à performer. C'est ça, une vraie rééducation à succès. C'est pas juste j'ai arrêté mon activité et ça me fait plus mal. Donc encore une fois, c'est un coup de gueule que j'ai à chaque fois, que je ne comprends pas comment les gens arrivent à juger ça comme étant un succès, une réussite. Alors ici, je vous parle de ça encore une fois en connaissance de cause maintenant parce que j'ai repris la course il y a 6 semaines maintenant et j'ai commencé très doucement. J'ai commencé avec 5 km pour moi, ça allait parce que je fais quand même des sauts, etc. Donc j'arrive à endurer une certaine quantité, un certain volume de travail au niveau de ces structures-là. Mais je sais que mon tendon d'Achille est fragile. Est fragile parce que voilà, j'ai un historique quand même par rapport à ça et je vais revenir sur ce point-là. Et j'y ai dédié une certaine importance pendant un certain moment et je fais du travail de maintenance ici et là, mais pas vraiment avec assiduité. C'est le point que j'aimerais relever ici, que vous devez garder en tête. Lorsque vous avez eu une tendinopathie, une déchirure qui a été conséquente ou alors voire même complète, éventuellement vous avez eu recours à voilà, une chirurgie, eh bien les gars, pour une tendinopathie, pour ce qu'on appelait à l'époque tendinite, mais qui s'avère être faux, d'accord, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, des réels, etc. Eh bien, il faut savoir que, ou c'est mon conseil sur mon expérience empirique ici et toutes les recherches que j'ai pu accumuler, eh bien c'est qu'il y a toujours un travail à faire. La structure, on peut la régénérer, mais il y a un travail de maintenance à faire. Donc c'est un truc à garder en tête. Vous devez garder un travail de maintenance, surtout si vous continuez à faire l'activité qui pourrait éveiller ces douleurs. Même si c'est parti, on a fait un bon travail de rééducation, de réathlétisation, vous pouvez refaire votre activité, courir, foot, que sais-je. Et il faut vous dire,
les gars, dans ma semaine, je vais inclure du travail de maintenance / régénération de mon tendon 2 fois, 3 fois dans la semaine. Parce qu'on veut prévenir, d'accord? Et c'est bien entendu ce que je n'ai pas fait. Donc je reviens à mon histoire. J'ai commencé à courir. J'ai commencé avec un 5 kg. Très très léger, vraiment. Je prends mon temps. Je me précipite rien du tout. Donc c'est vraiment le conseil quand vous reprenez. Il faut respecter qu'une règle. C'est la règle de la surcharge progressive. Vous voulez faire les choses progressivement. Je commence avec un 5 kg. Mon 5 kg, j'essaie de passer à un 6 kg. Je me sens bien. Ok, 6 kg, ça devient ma norme. C'est un parcours que j'ai depuis mon bureau. Je sais qu'à la pause de midi, je peux partir. Je reviens. Ok, je fais mon 5 kg. Pardonnez-moi, mon 6 kg. Ma semaine 2, ok, j'essaie d'augmenter un peu l'allure parce que je me sens un peu mieux. J'essaie d'augmenter l'allure de quelques secondes par kilomètre. Bam, je me sens un peu mieux. Bref, ça, on arrive à la 6e semaine, du coup la semaine dernière. Et là, je me sens vraiment bien en forme. Je me sens vraiment bien. Je me sens léger, je me sens fluide. Et je décide de faire 7 km. Et j'ai vraiment augmenté ma vitesse de 1 minute 15 par kilomètre. Donc la vitesse a été beaucoup plus conséquente, qui dit que l'intensité placée sur mes tissus, mes foulées ont été plus grandes, plus intenses, etc. J'ai placé plus de contraintes, plus de force sur mes tissus. Et il s'avère que j'ai commencé à sentir mon tendon d'Achille qui a commencé à siffler. Quand je suis revenu le lendemain, mon tendon d'Achille commence à siffler. Alors j'ai fait une erreur ici que je ne vous invite à pas faire. C'est que j'ai augmenté 2 variables d'un coup. J'ai augmenté le volume, j'ai rajouté 1 km et j'ai augmenté l'intensité. J'ai cherché à courir plus vite, peut-être même trop vite, 1 minute 15 par kilomètre, peut-être que c'était trop conséquent, d'accord? Et j'ai augmenté le volume. Donc première leçon ici à retirer de l'erreur que j'ai commise ici, c'est de 1, manipuler une seule des variables, ok? Soit vous augmentez le volume, d'accord? Rajoutez 1 km, c'est ce que j'aurais dû faire avec la même vitesse de croisière, ou alors j'aurais pu garder la même distance, rester sur ces 6 km et augmenter mon intensité, mais pas énormément comme je l'ai démontré ici. Enfin, je vous l'ai expliqué ici. 1 minute 15 par kilomètre, c'était beaucoup trop. Je me sentais bien, mon système cardiovasculaire se sentait bien, mais malheureusement, mes structures tendineuses n'ont pas suivi. Et là, j'ai commencé à avoir mon tendon d'Achille qui commençait à faire mal, etc. etc. Donc, j'enregistre ce podcast exactement une semaine après, parce que c'est le mercredi que je fais ma sortie course. Et du coup, eh bien, essayez d'adapter ça, mettez-le, organisez-le. C'est vraiment la règle la plus importante ici lorsque vous faites vos sorties de course. Et c'est un truc que je me tue à dire également à mes clients, et encore une fois, rookie mistake de ma part, eh bien, c'est de comprendre que vous avez différents systèmes au sein de votre corps. Et que éventuellement, eh bien, un système va pouvoir faire énormément. D'accord? En l'occurrence, mon système cardiovasculaire en forme, j'aurais pu courir 10, 15, 20 km. Mais peut-être que mon système musculaire aussi, il était en forme, j'aurais pu continuer la course. Mais hey, mes structures tendineuses, elles ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Ou elles sont à la traîne par rapport aux autres systèmes. Et c'est un truc que j'ai appris à l'armée. Quand vous allez à l'armée, eh bien que vous faites des grandes marches, on marche relativement rapidement, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on met les soldats les plus faibles à l'avant. Ce sont eux qui dirigent le groupe. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont censés mener la cadence. Si on met les plus forts devant, eh bien ce qui se passe, c'est que les plus faibles se retrouvent derrière et on crée un écart monumental jusqu'au point où on perd les soldats qui sont derrière. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre les soldats les plus faibles devant et c'est eux qui vont dicter vraiment l'intensité que l'on va placer sur le groupe. Et c'est exactement ce que l'on doit faire lorsque l'on part faire sa sortie de course. Et moi, je sais que mes tendons ne peuvent tolérer que X quantité, X intensité. Eh bien, hey, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire parce que je sais que mes muscles, mon système cardiovasculaire pourrait tolérer X plus 100, mais je vais éviter de faire cette erreur-là. Donc, basez-vous toujours sur les soldats les plus faibles de votre corps. C'est exactement comme ça qu'il faut faire le tour. Pour la plupart des gens qui sont sédentaires, qui ne bougent pas, qui ne font pas des sauts au quotidien, etc., eh bien, éventuellement, au lieu de partir courir, eh bien, ce qu'il faudrait faire, c'est commencer par marcher uniquement. Faites 2 kills, 3 kills de marche, 4 kills de marche, ok. Ensuite, je peux commencer, j'ai fait ça sur 2 semaines, éventuellement 3 semaines, ok, j'arrive, je commence la course. 1 km à 2 km. Max, les gens veulent partir directement, il y a ce truc dans la tête des gens, ils se disent, je dois courir 10 km. Si je cours, c'est 10 km, ou rien. Et après, tu arrives, tu es explosé, tes genoux sont explosés, ton bas du dos est explosé. Non, commencez avec 1 km, 2 km. Ok, je rentre. Et tranquille, vraiment, un rythme de croisière, vous pouvez maintenir une conversation. 2 km à 3 km, ensuite 3 km à 4 km. Augmentez le tout dans 1 km uniquement. Croyez-moi, c'est la meilleure façon d'approcher le tout. Ça va vous prendre quelques mois, mais hey, c'est ce qui va être bénéfique et c'est ce qui va poser la fondation. Maintenant, si vous vous retrouvez dans ma situation, douleur au tendon d'Achille, qu'est-ce qu'il faut faire?
Le repos, c'est la pire chose à faire. Les tendons aiment de la charge, ok? On doit charger ces tendons, on doit placer de la force sur ces derniers pour que, eh bien, il y ait une régénération des tissus comme on devrait le faire pour vos muscles, ok? Qu'est-ce qui fait qu'on crée du meilleur muscle? Eh bien, on doit placer de la force sur ces derniers et votre corps va recevoir ce signal et va se dire, hey, je dois créer plus de muscles, je dois créer du meilleur tissu, je dois créer plus de tissu. C'est exactement la même chose qui se passe avec vos tendons. Je vais vous épargner les mécanismes trop compliqués, mais on parle ici d'un mécanisme qu'on appelle la mécanotransduction. On place de la tension mécanique sur nos tissus et il y a cette traduction de ce signal qui est reçu par notre corps, mécanotransduction, qui se traduit ensuite justement en une adaptation physiologique. Et pour les tendons, c'est exactement la même chose. Okay, on va placer de la force sur nos tissus, ça va étirer ces tendons et on va recevoir ce signal qui va nous permettre de réaligner ce tissu mal organisé, éventuellement créer du meilleur tissu. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors pour le tendon d'Achille, qu'est-ce que je fais? On commence toujours avec de l'isométrie. Okay, l'isométrie, on parle ici d'une contraction qui consiste à produire de la force, donc, mais sans mouvement externe. Pour le tendon d'Achille, eh bien, je vais tout simplement lever mon talon du sol et je vais tenir cette position. Il y a différentes façons de le faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est facile à mettre en place. Eh bien, je vais simplement me mettre justement au sol ou surélever éventuellement mon pied. Je me mets sur l'avant du pied, je décolle mon talon du sol et je vais tenir cette position pendant plusieurs secondes. Si je suis limité en termes de temps, je vais faire des séries de 30 à 45 secondes. Je tiens, éventuellement je peux prendre de la charge externe et ça je le répète plusieurs fois dans la journée. D'accord? C'est ce qui va être bénéfique. Ou alors, ce que j'aime bien faire, c'est 1 à 2 fois dans la journée. Je tiens vraiment jusqu'à ce que j'arrive à l'échec quasiment complet. Alors pour le tendon d'Achille, ça peut prendre un peu de temps si vous êtes assez endurant. Mais voilà, je peux rajouter un peu de charge externe. Je prends 10 kg, 12 kg, 15 kg dans chaque main et j'essaie de tenir un maximum de temps. Ça peut durer 1 minute 30, 2 minutes, peu importe. Et là, je sens vraiment que j'ai créé ce qui était nécessaire. Et tout d'un coup, je vais avoir un soulagement qui est direct. C'est ce qui est beau avec le travail d'isométrie pour les pathologies tendineuses. C'est qu'on va avoir ce moment de relaxation au niveau de la douleur. Il y a un effet analgésique qui vient avec ces contractions isométriques et c'est très intéressant de ce point de vue-là. Donc, beaucoup de contractions isométriques plusieurs fois dans la journée et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait et là, mon tendon va beaucoup mieux. Éventuellement, je vais voir si je peux faire une petite sortie aujourd'hui, mais très léger. Hier, je me suis dit, je vais faire une sortie. Non, j'ai marché, j'ai décidé de marcher. Éventuellement, c'est ce que vous devez adapter. Éventuellement, si je ne la sens pas trop, si je ne vais pas faire la sortie aujourd'hui, eh bien, je vais quand même faire mon cardio pour travailler sur un des autres systèmes, mon système cardiovasculaire, mais je vais le faire sur une machine qui ne va pas créer d'impact. Je vais aller sur le vélo, je vais aller sur le rameur, etc. Et vous voyez que vous pouvez continuellement faire des gains, comme pour tous les auditeurs fidèles du KSU Show, sans jamais vous mettre à risque. Donc j'espère que ce sujet est clos sur les tendinopathies, les douleurs au niveau des tendons et de comment reprendre la course graduellement. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite, je me tue à la dire et vous voyez que même à moi ça m'arrive, donc ça fait du bien, c'est une petite piqûre de rappel. Parlons maintenant du NEAT et de la marche. Il y a eu ces débats récemment dans l'industrie, principalement dans le monde anglo-saxon, où on parlait de la marche. Est-ce que la marche peut être considérée comme un sport? Est-ce que ce n'est pas un sport? Alors, encore une fois, il y a débat. On va essayer d'expliquer tout ça. Alors, de manière générale, dans l'industrie du fitness, on inclut la marche. On va calculer tout sous forme des steps, donc le nombre de pas qu'on va faire dans la journée. Ça va tomber dans une catégorie qu'on appelle le NEAT. Non-Exercise, c'est un acronyme pour Non-Exercise Activity Thermogenesis. Okay? Donc, toute la thermogénèse pardonnez-moi, qui n'est pas, donc le fait de consommer des calories qui n'est pas lié à l'exercice. Donc tout ce que je fais avec mes mains ici, ça fait partie du NEAT. À chaque fois que vous bougez, quand vous parlez, etc., ça fait partie du NEAT. Tout ce qui, théoriquement, n'est pas organisé. D'accord? Or, ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a ce débat, eh bien, la marche, si vous l'organisez, techniquement, ça devient une activité qui est organisée, qui tombe dans la catégorie exercice, qui est une autre catégorie qui fait partie de notre consommation totale d'énergie et qui est de calories ici. Et du coup, pardonnez-moi, pas consommation, mais expenditure. Je vais traduire ça tout de suite en live. Expenditure in French, parce que mon franglais là, il commence à... Ma dépense, voilà, c'est le mot que je cherchais, que j'oubliais. Ça fait partie de ma dépense totale d'énergie, ok? Et donc, si je l'organise, ça tombe dans cette catégorie qui est liée à l'exercice, donc voilà pourquoi il y a des bas. Au final, on s'en fout complètement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que on arrive à avoir notre organisation liée à l'exercice, donc ce qu'on va faire en salle de musculation ou dans notre activité sportive. Ça, on arrive à créer une programmation basée sur ça.
en dehors, tout ce qui tourne autour du NEAT, on n'arrive pas vraiment à le quantifier. Tout ce que je fais là, ici, en bougeant avec mes mains, pour ceux qui regarderont la version vidéo ici, eh bien, c'est impossible à mesurer. Et si c'est impossible à mesurer, eh bien, c'est impossible de l'organiser, de créer une progression, etc., etc., vous l'aurez compris. Donc, les pas, eh bien, c'est simplement quelque chose qu'on arrive à traquer et qui nous permet justement de créer une amélioration. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai eu énormément de succès. J'ai eu des gens qui ont perdu énormément de kilos simplement en augmentant leur nombre de pas, et je vais y venir dans un instant. Donc c'est quelque chose qu'on arrive à agencer dans notre quotidien, dans notre semaine, pour qu'on arrive à une finalité qui nous dit j'ai simplement augmenté ma dépense énergétique. Et pour perdre du gras, eh bien, il faut simplement créer justement un déficit calorique, une différence entre ce que l'on consomme et ce que l'on va dépenser. Et c'est une des façons qui va nous permettre d'augmenter ce que l'on va dépenser. Donc, gardez ça en tête. La marche, c'est l'un des outils les plus performants. Vraiment, l'un des outils, si ce n'est peut-être le plus performant pour votre changement de composition corporelle. Si vous cherchez à perdre du gras, perdre du poids, eh bien, c'est très important. Et l'erreur que la plupart des gens font, pour revenir sur ce NEAT et la différence avec l'activité physique, c'est que la plupart des gens comment dire ça? La plupart des gens pensent qu'ils dépensent plus de calories que ce qui arrive vraiment lorsqu'ils font de l'exercice. Lorsque vous faites de l'exercice, croyez-moi, vous ne dépensez pas autant de calories que ce que vous imaginez, principalement si vous faites de la musculation. Et lorsque vous suivez les calories qui ont été traquées par votre montre Fitbit ou Apple Watch ou que sais-je, croyez-moi, c'est loin de la réalité. Pour dépenser 1000 calories, ça demande énormément d'efforts, et c'est très rare que la plupart des gens arrivent à ce genre de résultat avec une séance de 45 minutes, une séance de 1 heure. Donc, c'est encore une fois, c'est surcoté ici. Ne faites pas attention à ça. D'ailleurs, avec tous mes clients, j'ai jamais traqué la dépense énergétique qui avait lieu durant l'exercice. Je ne me compte jamais sur ça, d'accord? Parce que c'est pas précis, encore une fois. Il y a certains paramètres qui sont pré-réglés en fonction de l'activité que vous allez faire. Voilà, ça va dépendre de tellement de trucs que, bref, ne comptez pas sur ça. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner ici. Et pour revenir sur cette dépense énergétique totale, je pars un peu dans tous les sens, veuillez me pardonner ici, votre gars il est un peu fatigué. Eh bien, il faut savoir que le NEAT représente une dépense qui est beaucoup plus importante que la dépense qui est liée à votre exercice au sein de cette dépense énergétique totale dans la journée. En d'autres termes, ce que vous allez faire en bougeant sans l'organiser, d'accord, avec vos marches, etc., c'est beaucoup plus conséquent que ce que vous allez faire en salle de musculation, en salle de sport de manière générale. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de s'asseoir toute la journée et de dire je vais me buter à la salle de sport et je vais faire mon cardio comme un ouf pour espérer brûler un certain nombre de calories. D'accord? C'est l'erreur à ne pas commettre. Ce qui m'amène ensuite à la prochaine question qui va justement relier le tout. Une question que je reçois souvent, c'est Kevin, est-ce que lorsqu'on a pour objectif de perdre du poids, perdre du gras, doit-on changer notre façon de s'entraîner à la salle de sport? Est-ce qu'on doit faire plutôt des séries longues? Est-ce qu'on doit prendre des poids légers et faire plus de répétitions? Est-ce qu'on doit faire plus de cardio? Est-ce qu'on doit transformer nos séances de musculation plutôt en circuit training, etc.? Et la réponse à tout ça, c'est non. D'accord? C'est non. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez comprendre quand vous faites un changement de composition corporelle, c'est très simple. Vous voulez perdre du gras et vous voulez maintenir, éventuellement, dépendamment de votre niveau, construire du muscle, ok? Mais dans tous les cas, maintenir un maximum de muscle. C'est ce ratio-là que l'on doit manipuler. On veut perdre un maximum de gras et maintenir un maximum de muscle. Si vous perdez un maximum de gras et vous perdez également du muscle, eh bien vous n'êtes qu'une plus petite version de vous-même, et c'est ce qu'on appelle le skinny fat. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'épisodes depuis 2019 sur ce sujet-là, d'accord? Donc allez réécouter tout ça éventuellement si vous voulez vous éduquer plus sur le sujet. Donc l'idée c'est simple. Comment je fais pour manipuler chacun de ces aspects? Premier aspect, je vais perdre du gras. Comment ça fonctionne? Je crée simplement un déficit calorique. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour créer ce déficit calorique? On a notre alimentation de 1, donc on peut manger moins, bien entendu, à condition d'avoir tous les aliments nécessaires. On va y venir dans un instant pour le deuxième aspect. Et de 2, je peux utiliser ce que j'ai mentionné auparavant, le NEAT, la marche, ok? La marche qu'on arrive à quantifier aujourd'hui en se disant j'ai simplement rajouté un peu plus d'activité dans mon quotidien qui va me permettre d'augmenter justement cette dépense énergétique. Et pam, ça c'est ce sont les deux outils que j'ai pour perdre du gras. Je vais me focaliser là-dessus. Ensuite, j'ai
Le deuxième aspect qui est la maintenance de ma masse musculaire ou éventuellement prise de masse musculaire. Et qu'est-ce que j'ai comme outil pour ça? Eh bien, j'ai la musculation et l'alimentation. L'alimentation, on doit consommer assez de protéines. Une quantité de protéines qui est suffisante pour amener justement tout ce qui est nécessaire afin de maintenir ce tissu, parce que ce tissu est composé de protéines musculaires, et ces protéines musculaires, on s'en débarrasse au quotidien. Voilà pourquoi on doit en avoir dans notre alimentation pour pouvoir l'utiliser afin de créer plus de tissu. Et pour créer plus de tissu, on doit envoyer ce signal à notre corps qui dit « Hey, crée plus de tissu ». Et comment on le fait? Eh bien, on le fait avec des entraînements de musculation. Et avec ces entraînements de musculation, on doit envoyer un signal bien précis. On doit envoyer un signal qui dit à notre corps « Hey, c'est chaud là, t'as pas assez ». Et ce signal, c'est... Petite erreur technique ici, les amis, imprévu du direct ici, petite erreur technique, mon intro s'est joué comme ça. Bref, je reviens ici à ce que je disais. Vous devez envoyer ce signal pour construire du muscle et c'est cette proximité à l'échec lors de l'exécution de vos exercices de musculation qui vont justement envoyer ce signal. Donc vous devez pousser vos muscles à l'échec musculaire ou à proximité de cet échec musculaire. En général, on va s'accorder à dire 1 à 3 répétitions en réserve. Et ça, vous pouvez utiliser des séries longues ou des séries courtes, peu importe. De manière générale, visez un peu l'entre-deux. Ou cycler le tout. Moi, ce que j'invite à faire, c'est cycler le tout. Vous pouvez travailler avec des séries longues, bloc 1, bloc 2, séries moins longues avec des charges plus intenses, etc., etc. dans la progression. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire dans vos séances. Votre but en salle de musculation, indépendamment de votre objectif, qu'il soit esthétique, de performance ou autre, c'est de stimuler au maximum votre corps, de stimuler au maximum vos muscles. Vous devriez penser à construire un maximum de muscles. Et pour ce faire, eh bien les gars, il faut pousser, il faut envoyer de la charge et il faut se rapprocher de l'échec. C'est ce qu'il faut garder en tête. Oubliez cette idée de simplement faire des circuits training. Ceci étant dit, ce qu'on peut faire pour maximiser le meilleur de tout le monde, c'est se dire, je vais garder ces règles-là que je dois respecter. Envoyer ce signal maximum. Et c'est ce que j'ai fait dans mon programme Hybride Transform, entre autres. Je vous invite à le checker si vous êtes intéressé. C'est de se dire, hey, au final, c'est une combinaison des deux. Je dois dépenser plus d'énergie et je dois également construire du muscle. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je peux augmenter la densité de mes entraînements, c'est-à-dire faire plus de répétitions. C'est là où des séries un peu plus longues peuvent être intéressantes, du 12 à 15 répétitions. Personnellement, c'est une rangée que j'affectionne. Avec ces 12 à 15 répétitions, eh bien, je vais me rapprocher de l'échec musculaire à chaque fois que je vais performer ces exercices pour envoyer ce signal qui va permettre de construire du muscle et ça me permet de rajouter plus de mouvements. Donc j'augmente cette dépense énergétique, je travaille sur mon endurance musculaire et j'envoie quand même ce signal qui permet de construire du muscle parce qu'on peut construire du muscle avec toutes les rangées de répétitions. Personnellement, c'est un truc que j'affectionne faire, d'accord? Et c'est là où je vais utiliser des supersets, des giant sets, etc. Une des façons d'organiser le tout, et bien éventuellement, c'est de se dire, hey, tu sais quoi? Je vais utiliser 30 minutes de ma séance pour envoyer ce signal pour construire un maximum de muscles. Et les autres 30 minutes de ma séance, eh bien, je vais les utiliser pour développer mon système cardiovasculaire. Et en développant mon système cardiovasculaire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais également augmenter mon niveau d'activité totale. C'est là que je peux rajouter du cardio. Et la moitié de ma séance, pendant 20-30 minutes, eh bien, je vais faire du cardio. Le meilleur de tous les mondes, encore une fois, ce cardio. Hey, je m'améliore d'un point de vue système cardiovasculaire et j'augmente ma dépense énergétique également. Mais j'ai combiné le meilleur de tous les mondes de façon bien subtile et c'est ce qui me permet, selon moi, d'atteindre des objectifs vraiment de composition corporelle qui vont m'amener dans la bonne direction. Donc rappelez-vous de ça, les amis. Il y a mille et une façons d'organiser le tout. Personnellement, c'est la façon que j'aime le plus utiliser quand on parle de composition corporelle. Mais ce que vous voulez garder en tête, c'est que vous ne voulez jamais perdre l'objectif de construire un maximum de muscles quand vous allez à la salle de musculation. Peu importe votre objectif, cherchez à pousser fort. Dans mon programme Hybride Transform, d'ailleurs dans les phases qui suivent, eh bien, on va travailler avec des intensités plus élevées. On va travailler avec du 5 à 8 répétitions, 6 à 8 répétitions, parce qu'on s'en fout de quel est votre objectif. On veut chercher à construire un maximum de muscles. Et pour ce faire, eh bien, on doit lever de la charge et pousser ces muscles à l'échec. Donc ça, c'est important, ça c'est dit. Revenons-en au NEAT pour boucler cet épisode-là qui vous donne pas mal d'informations et qui remet les barres sur les T, les points sur les I. Augmentez votre NEAT graduellement également. C'est une règle que je vous invite à respecter ici et que je prône dans tous mes programmes. Il y a toujours un petit tableau où je vous explique un peu comment progresser le tout de phase en phase. Augmenter de manière générale, ce que j'aime bien viser, c'est 30%. Si vous faites uniquement 2000 pas par jour,
augmentez le tout de 30 à 40%. Ne passez pas de 2000 pas à 12 000 pas, 15 000 pas par jour. J'ai vu des gens même développer des douleurs au niveau de leur tendon d'Achille, de leur mollet, etc., de leurs pieds, parce qu'ils ont voulu faire cette erreur-là. Passez du tout ou rien. Ne passez pas du tout ou rien. Votre corps doit respecter ce principe de la progressivité. Augmentez de 30% pendant 3 semaines. Bam, ok, j'ai augmenté de 30%, et 3 semaines d'après, j'augmente encore de 30%, et 30%, jusqu'à arriver plus ou moins, on s'accorde à donner le nombre des 10 000 pas. Il y en a qui débattent là-dessus, qui disent ouais, 10 000 pas, ça sert à rien. Selon mon expérience empirique, encore une fois, je trouve que rester autour des 10 000 pas, eh bien, c'est pas mal. Personnellement, j'ai acheté ma montre uniquement pour traquer mes pas, parce que je sais que c'est un très bon indicateur me permettant de me guider sur ma composition corporelle. Je sais que je dois faire environ 13 000 pas pour rester avec plus ou moins le même physique, à condition que j'arrive à faire 2-3 entraînements dans la semaine, dans le meilleur des mondes 4, là je sais que je suis vraiment en train de faire des gains. Mais en moyenne, je vais faire 15 000 pas par jour. Quand j'entraîne mes clients, etc., je me déplace chaque fois et c'est un objectif. Je me fixe cet objectif et je sais que hey, si je dois aller faire 10 minutes de marche autour du bloc ou chez moi, en avant, en arrière, je vais profiter pour ranger des trucs, eh bien je sais que je vais atteindre ces pas, et ces pas, c'est ce qui vont me permettre de garder mon physique, d'augmenter ma dépense énergétique, qui, je le rappelle, est beaucoup plus conséquente que la dépense énergétique que je vais créer lorsque je fais de l'exercice en salle de musculation. Donc gardez ces aspects-là en tête, ça va énormément vous aider les amis. Et peut-être pour conclure, j'aimerais dire ça. Quand j'ai eu mon premier enfant, eh bien, je me rappelle que il était très pénible à faire dormir. On devait vraiment le balancer pendant 1 heure, etc. Et je pétais un câble. Littéralement, on pétait les deux des câbles, la maman et moi. Et je me rappelle que ce qui m'a amené à créer ce soulagement à l'interne, c'était de me dire, tu sais quoi, là, tu es en train d'augmenter ton NIT. je suis vraiment un go fitness, moi. Du coup, je m'amusais, je marchais avec lui, je disais ouais, vu que je peux plus m'entraîner parce que je dors pas, je suis très fatigué, eh bien au moins ça je le fais. Et je marchais avec lui en avant et en arrière dans l'appartement, parfois je faisais des levées de genoux pour augmenter un peu plus cette dépense énergétique, et c'est ce qui m'a permis de garder un beau physique malgré le fait que pendant 2 ans, eh bien, je me suis quasiment pas entraîné. Ce sont les petits détails, crois-moi, les petits détails comme ça qui font de grandes différences, qui nous permettent de ne jamais tomber dans les extrêmes et d'avoir une bonne relation avec le fitness, avec notre composition corporelle et avec nos performances. Je vous invite à aller checker mon programme Hybride Physique, Hybride Performance, Hybride Strong, si vous voulez en apprendre plus sur le sujet. Voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui les amis. Nous on se voit /parle très bientôt. Peace.